merci beaucoup à toutes et à tous. Je suis très très heureux de vous présenter ce matin cette étude inédite sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Donc une étude qui a été menée en partenariat avec Régions de France, dont on va parler toute la matinée. Et merci beaucoup pour l'introduction qui nous porte tout de suite à une exigence de qualité pour ce sujet. Alors d'abord, quelques éléments de méthode. En effet, c'est une étude qui est inédite. Inédite, c'est la première fois que sont rassemblées l'ensemble des initiatives de toutes les régions. Donc c'est un partenariat avec Régions de France, mais avec l'ensemble des régions. Pour réaliser cette étude, on s'est à la fois appuyé sur les rapports égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, publiés par les régions. Il y a un volet interne et un volet externe. On s'est focalisé sur le volet interne, donc les hommes et les femmes qui composent les administrations régionales. On a bien sûr aussi regardé l'index égalité professionnelle qui est maintenant publié par chaque région. On a également utilisé l'enquête RH annuelle que produit Régions de France. Et puis on a aussi organisé avec Régions de France 2 séminaires dédiés. Vous voyez la mobilisation, 2 séminaires avec l'ensemble des directions ressources humaines des régions, toutes représentées, et parfois même des référents, on y reviendra, égalité professionnelle. On a aussi utilisé un questionnaire pour s'assurer de rassembler l'exhaustivité des initiatives et quelques entretiens complémentaires. Important d'avoir accès à un échange direct sur ce sujet. Donc c'est la première fois, c'est donc une véritable mise en lumière de l'ensemble de ces initiatives. Alors pour commencer, quelques chiffres. On en a cité quelques-uns déjà, mais les chiffres importants que vous retrouverez dans l'étude. D'abord, bien sûr, on a une majorité de femmes dans les régions. Ça a été évoqué, 60% de femmes agents régionaux contre 40% d'hommes. On a un point intéressant, 49% de collaborateurs de cabinet. Et puis on a quelques points faibles, quelques points en progression. Un point faible, et je pense qu'on y reviendra dans le cadre des tables rondes, avec une spécificité concernant les agents des lycées. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses, mais sachez que lorsqu'on regarde les catégories d'agents, notamment sur les catégories qui vont après incarner les postes de responsable d'équipe ou de cuisinier, eh bien on n'a que 11% de femmes qui sont catégorie B dans les régions. Et donc, il y a forcément un effort, une attention particulière. On y reviendra. Et puis, il y a un autre pourcentage intéressant tout de même. Lorsqu'on regarde les formations effectuées en 2023, seulement 29% des femmes par rapport à 71% d'hommes qui ont finalement bénéficié d'une formation en 2023. 60% de femmes, 11% de catégorie B, 29% de femmes en formation. Bon, sur un panel qui ne représente pas l'ensemble des agents, mais tout de même. Et puis, quelques points en progression, ça a été évoqué. On va faire un petit focus sur, en effet, les dirigeantes, ou en tout cas les agents en poste de direction. 38% de femmes qui sont aujourd'hui en poste de direction dans les régions, ce qui, par rapport aux autres collectivités notamment, les place en première sur cet item-là. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est pas suffisant, on n'est pas à parité. Alors, c'est pas seulement le genre qui détermine le fait que vous soyez ou pas dirigeant ou dirigeante, mais tout de même 38% de femmes postes de direction, c'est notable. Et encore plus notable lorsqu'on regarde les postes de direction générale des services, 39%, un petit pourcent en plus, on progresse à nouveau. 41% de postes de direction générale adjointe. Et puis dans les plus hautes rémunérations, 37%. Je le disais, un point important, une vraie avancée pour les régions par rapport aux autres collectivités sur les postes de direction. Et puis tout de même, pour ne pas vous abreuver que de chiffres, un focus important. La pyramide des âges. La pyramide des âges, elle est vraiment significative. On a globalement un âge médian autour de 50-55 ans. C'est pas grave, moi j'ai 51 ans, c'est un super âge, il n'y a pas de problème avec ça. Le vrai problème, c'est qu'on utilise effectif, 97 000, 98 000 agents. Le fait d'avoir une majorité des agents, hommes et femmes, autour de 50 ans, c'est super, mais il faut vraiment se préparer. Il faut se préparer, en effet, à un vrai défi sur ce vieillissement de la pyramide des âges. Et ce défi, il va se conjuguer avec des questions d'usure professionnelle, de fatigue, notamment dans des fonctions où on va être confronté à des aspects assez physiques. On va parler de l'entretien des bâtiments, on va parler de la restauration scolaire, on va parler de l'entretien global, enfin vraiment un certain nombre de sujets. Et donc ça pose des questions fondamentales, mais ça pose aussi des opportunités d'innovation. Sans doute, on y reviendra un petit peu après. Voilà les premiers chiffres de cette étude. Et cette étude, elle est structurée autour de
4 grands leviers d'action. Les régions se sont dotées de leviers pour agir en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Le premier levier concerne la création, la diffusion d'une culture de l'égalité professionnelle. On y reviendra un peu plus tard dans la matinée. On parlera de gouvernance, comment on s'organise, qui décide de quoi, comment on suit les décisions, quelle impulsion on peut donner. Et là aussi, les hommes et les femmes qui vont permettre de mettre en place cette nouvelle culture, et en tout cas de l'amplifier, de l'égalité professionnelle. L'égalité, un mot quand même assez important pour nous tous. On parlera de sensibilisation, on parlera de communication et d'information. Deuxième levier, un levier important, la gestion des ressources humaines, sous le prisme de l'égalité professionnelle. On parlera écart de rémunération, on parlera accès au métier, ne pas être timide dans l'accès au métier. On parlera déroulement de carrière, ça rejoint la question d'attractivité, ça rejoint la question de mobilité. Et puis un troisième levier, favoriser l'équilibre, le micro fonctionne toujours, favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Troisième levier important, on retrouvera beaucoup d'actions d'initiatives autour de la parentalité, autour de l'organisation du travail, distanciel, présentiel, les conditions de travail, la qualité de vie au travail. Et on parlera bien sûr de la santé des agents. Quelle action, en tant qu'employeur, on peut mener pour préserver, améliorer la santé de nos agents? Quatrième et dernier levier de cette étude, prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. N'ayons pas peur des mots, il y a encore beaucoup à faire sur ce sujet-là. On parlera signalement, on parlera à nouveau sensibilisation et formation, on parlera prise en charge, animation par des personnels qualifiés, et on parlera donc d'accompagnement de l'ensemble des agents concernés et globalement des structures qui permettent de mettre en œuvre l'ensemble de vos politiques publiques. Je m'arrête là pour cette première présentation. Et merci Cyril. Hop. Nous allons donc démarrer cette première table ronde qui doit nous permettre de mettre en lumière les actions concrètes que les régions ont mises en œuvre et puis de dresser, de cette manière, un état des lieux de la situation de l'égalité professionnelle au sein des régions. Pour échanger sur ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenantes. Madame Sandrine Derville, vous êtes vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge des finances et de l'administration. Et vous êtes aussi représentante de Région de France au sein des instances nationales concernant les questions de fonction publique. Bonjour Madame Derville. Madame Dréan, vous êtes DGA Ressources au sein de l'agglomération Redon, dont j'ai découvert qu'elle était à la jonction entre 2 régions, région Pays de la Loire et région Bretagne. Et vous êtes chargée des rencontres territoriales au sein de l'association Dirigeantes et Territoires. Bonjour, Madame Dréan. Bonjour. Madame Taïma Saman, vous êtes associée au cabinet d'affaires publiques Saman et présidente du réseau Women in Leadership. Bonjour, Madame Saman. Merci à toutes les 3 d'avoir accepté notre invitation. Je vais d'abord passer une nouvelle fois la parole à Cyril pour nous présenter les résultats de l'étude sur la partie qui va concerner cette table ronde pour dresser notamment l'état des lieux de l'égalité au sein des régions. Cyril, je te repasse la parole. Merci beaucoup à Jérémy de me repasser la parole. Alors, on va rentrer dans les initiatives. Alors, cette étude, elle est massive. Elle est massive parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. Ça, c'est vraiment important. Donc, j'ai choisi de vous représenter ça par quelques mots-clés, se doter de mots pour parler de ces sujets-là. Sur le premier levier d'action, créer et diffuser une culture de l'égalité professionnelle, on parle donc de gouvernance, de sensibilisation et de communication. Il y a beaucoup d'initiatives. Alors, je vais en citer quelques-unes et vous les voyez affichées à l'écran, bien sûr ici en présentiel et à distance sur le site de Région de France. Quelques-unes sont vraiment importantes. Toutes sont importantes. Mais tout de même, il faut des référents. Il faut des personnes mobilisées. Donc il faut avoir des personnes dans les services et aussi dans les lycées. Les régions sont composées de 2 grandes populations, les agents dans les services généraux et puis dans les lycées. D'ailleurs, une majorité dans les lycées. Et sur un territoire qui est vaste, quelle que soit la région. Il faut donc des personnes, des personnels qui sont capables de porter le discours, de porter l'information, mais aussi de collecter. Et donc la notion de référent, de réseau d'acteurs est important. Donc c'est du temps, c'est de la présence,
c'est de la disponibilité. Parmi les actions, il faut bien sûr pouvoir gouverner. Il faut donc un comité de pilotage ou une commission. Il faut un portage politique, on va y revenir. Il faut une instance de suivi. Il faut à la fois poser les jalons de la mise en place des actions. Il faut poser une stratégie, ça a été évoqué en introduction, une politique. Et donc, il faut mesurer les effets, on y reviendra. Quelques actions intéressantes. Conférences, débats, théâtre, voire même jeux pédagogiques. Trouver les bons leviers, les bonnes façons d'appréhender ces sujets et faire en sorte que chacun puisse se projeter. On a beau être ouvert d'esprit, on a beau avoir un intérêt sur un sujet, on n'a pas forcément conscience de ce que ça veut dire. Alors je plaisantais tout à l'heure sur le fait que j'ai 51 ans, je suis donc un homme. Je n'ai pas forcément conscience de ce que vivent les femmes. Et donc c'est important de pouvoir avoir des leviers, des initiatives qui permettent de montrer. Le théâtre, le débat, la conférence est vraiment un sujet important. Il faut suivre ça régulièrement. Je parlais de comité de pilotage, de référents. Il faut vraiment avoir des bilans. Alors bien sûr, il y a la publication des rapports, mais ce n'est pas suffisant. Quand on regarde les rapports, parfois on n'est pas sûr de bien comprendre si les actions sont mises en place, suivies, pérennes, on y reviendra. Donc avoir une instance de gouvernance, c'est important. Parfois, et là on a trouvé ça vraiment intéressant, parfois, sans doute, sûrement, peut-être maintenant à partir de demain, tout le temps, y associer les représentants du personnel. Il y a un vrai rôle à jouer de mixer le politique, l'administration et les représentants du personnel. Tout le monde est concerné. Et puis, il y a des outils très pratiques. On va avoir, par exemple, le baromètre de l'égalité, qui a été construit, qui est utilisable. On va avoir une norme AFNOR, on peut se faire certifier AFNOR, et on peut avoir cette logique. C'est très cadrant, mais c'est très intéressant. Et puis, on va vraiment être sur des sujets de formation, on y reviendra. Action de formation, des managers et des personnels RH aussi. Important de former l'ensemble de ces personnels qui sont en contact des agents. Je vais aborder le deuxième axe. Je vais défiler l'ensemble des 4 axes, comme ça, pour nourrir la table ronde. Gérer les ressources humaines sous le prisme de l'égalité. On parle donc de rémunération, réduction des écarts de rémunération, au-delà des indicateurs, vraiment s'assurer que les rémunérations ne présentent pas d'écart. On pourra commencer à regarder notamment le régime indemnitaire, le regarder de façon genrée pour le coup. Parce qu'on a beaucoup fait d'efforts sur les fonctions, et ça c'est déjà un grand pas, même fonction, un régime indemnitaire équivalent, mais finalement, est-ce que par rapport au genre, il n'y a pas, sous l'apparence de l'égalité, des réflexions à mener? Donc la rémunération, l'équité salariale, et puis on va aussi mettre en place un nombre de programmes d'accompagnement, favoriser les reconversions, indiquer, travailler sur en effet les stéréotypes, valoriser les compétences, je le disais déjà tout à l'heure, limiter l'autocensure, ne pas être timide. Parfois on se censure, on pense qu'on n'est pas fait pour tel ou tel poste. Or, bien accompagné, informé, en discutant, on peut s'apercevoir qu'on peut tout à fait devenir cuisinier, cuisinière, responsable d'équipe, sans aucune difficulté. Aucune difficulté. Parfois, on a des talents qu'il suffit juste d'exprimer. Il faut donc pouvoir candidater. Il faut donc aussi pouvoir proposer des annonces qui sont attractives. Et il y a un petit sujet intéressant, faire en sorte que les jurys de recrutement soient eux-mêmes aussi, quelque part, formés, incités, sensibilisés à la façon dont ils vont accueillir les candidats. Donc des sujets sur le recrutement, sur les parcours, sur les métiers eux-mêmes. Pourquoi pas avoir des sujets autour du coaching, autour du co-développement. On évoquait tout à l'heure le fait qu'il y avait 38% de femmes dirigeantes, postes de direction dans les régions. Eh bien, il y a peut-être aussi des réseaux de femmes dirigeantes à structurer, faire en sorte que les potentiels s'expriment sans aucune limite et frustration. Je vais attaquer le 3e levier. Favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. On parle donc de parentalité, on parle d'organisation du travail, on parle de santé des agents. Et là aussi, vous voyez, on foisonne d'initiatives. Alors, petite parenthèse, ça ne veut pas dire que toutes ces initiatives se font partout. Mais ça veut dire qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est la force des régions, la force de Région de France, mais la force de l'ensemble des collectivités, des acteurs publics et privés. C'est aller chercher de l'inspiration. Et puis faire en sorte que, par rapport à une situation spécifique, on puisse piocher ainsi, en tout cas agir. On va voir par exemple des guides de la parentalité, on va réfléchir au congé paternité, on va réfléchir à tout ce qui est rythme de carrière, interruption de carrière, reprise de carrière, accompagnement dans le retour finalement dans les équipes, ça c'est vraiment important. Et puis on va aussi prendre en compte ce qui serait a priori périphérique.
C'est pas périphérique. Une personne, un homme et une femme, elle est à la fois professionnelle, elle a une vie personnelle, une vie professionnelle et personnelle. Elle peut par exemple être aidant ou aidante. Quel impact ça peut avoir sur ma qualité de vie, au travail, chez moi? Il n'y a pas de frontière intellectuelle. Et donc l'employeur, il doit faire en sorte que, pour le bien-être de ses agents, qu'on soit hommes et femmes, eh bien, on puisse avoir des initiatives qui permettent d'améliorer la qualité de vie au travail et donc de favoriser cet équilibre. Le déséquilibre ne permet pas d'avoir des agents qui soient le plus épanouis possible. Donc travailler sur l'équilibre, c'est important. Et puis on va avoir un gros travail sur la santé. J'ai cité quelques initiatives, mais que vous connaissez, qui sont bien plus larges que les régions. Octobre Rose, par exemple. C'est à chaque fois un moment clé pour sensibiliser sur des spécificités. Et puis vraiment avoir des actions autour du sport, autour de plein de sujets. Dernier levier, dernier axe, non des moindres, prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. N'ayons pas peur des mots. Il s'agit de prendre en compte le respect des situations, d'abord leur détection, et donc l'ensemble des dispositifs qui peuvent être d'écouter et de signaler. On a souvent en tête le dispositif de signalement. L'écoute avant le signalement est une bonne chose. Je parlais des réseaux de référents, des ambassadeurs aussi, qu'on va retrouver dans les lycées, souvent des agents volontaires. Ils sont là pour capter, pour écouter, pour proposer, pour être disponibles. Et puis il faut un cadre qui soit sécurisé, structuré, qu'on se sente en capacité de discuter, d'échanger. Il faut une vraie maîtrise du cadre juridique. Ça ne s'improvise pas, ces sujets-là. Il faut donc que l'ensemble des initiatives soient animées par des professionnels qui eux-mêmes sont formés. Et puis, il faut vraiment qu'on soit dans la participation. On parle des spécificités des régions. La question géographique n'est pas anodine. Les régions, parfois de plus en plus grandes, depuis quelques temps, elles ont à couvrir des territoires gigantesques, avec des dizaines et des centaines de lycées sur le territoire. Comment s'assurer qu'on peut traiter ce sujet-là de façon équitable partout sur le territoire, dans tous les lycées, partout, en partenariat avec l'éducation nationale? Ça, c'est vraiment important. Sujet vraiment important, le quatrième axe, il n'y a pas d'ordre de priorité. N'ayons pas peur des mots, agissons, signalons, sensibilisons, formons, accompagnons.